toutes et à tous. Merci d'être présents donc aujourd'hui pour ce nouveau webinaire qui sera aujourd'hui consacré à l'IA Act. Donc ce règlement est un sujet important pour toutes les organisations qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, Guillaume Miljoindé donc de la Fibre 64 va nous aider à mieux comprendre ce qu'est l'IA Act et ce que cela implique concrètement dans notre quotidien. Pour des questions pratiques, je vous rappelle qu'un chat est à votre disposition. Vous avez la petite bulle en haut conversation, donc vous pouvez écrire si vous avez des questions tout au long de la présentation et Guillaume y répondra à la fin. Je vous rappelle également que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible dès cette semaine sur webinaire.lafibre64.fr. Dernière chose, en ce qui concerne les questions, vous pourrez également, si vous le souhaitez, prendre la parole à la fin. Alors, ça peut être pour poser des questions ou ça peut être tout simplement pour également un témoignage. Je pense avoir fait le tour, donc sans plus tarder, parce que Guillaume a beaucoup de choses à nous dire. Donc, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole. Je vous souhaite un excellent webinaire et une très bonne écoute. Merci à tous. Guillaume, c'est à toi. Merci Victoria, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, les systèmes d'intelligence artificielle sont présents dans notre quotidien, aussi bien dans notre vie personnelle que professionnelle, et leur place ne va cesser d'augmenter. Donc le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de connaître justement le règlement européen qui vient chapeauter un petit peu la mise en place de ces systèmes d'intelligence artificielle et donc qui les encadre. La question c'est comment la mise en place d'un SIA doit se faire en tenant compte donc justement de ce règlement. Quels sont les éléments de base à connaître d'un point de vue donc juridique, sans rentrer forcément dans les détails techniques, on ne va pas le faire lors de ce webinaire, mais c'est de connaître vraiment d'un point de vue juridique les éléments de base à avoir en tête pour pouvoir mettre en place et déployer un système d'intelligence artificielle dans son entité. Donc comprendre comment fonctionne et s'articule donc ce règlement européen pour qu'un déploiement d'un SIA se fasse en toute sécurité dans votre collectivité. Donc pour ce faire, on va suivre le petit sommaire suivant. Dans un premier temps, on va rapidement rappeler le principe des systèmes d'intelligence artificielle pour qu'on comprenne de quoi on parle quand on parle d'un système d'intelligence artificielle. Ensuite, on verra, sans rentrer dans le détail, le contenu de l'IA Act. Donc qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce règlement européen autour des intelligences artificielles. On verra ensuite la partie gouvernance, c'est-à-dire qui c'est qui régule tout ça, qui c'est qui s'occupe de vérifier et d'encadrer la mise en place de ce règlement-là. Et on finira par une feuille de route si vous souhaitez mettre en place des systèmes d'intelligence artificielle dans votre collectivité. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête, par quoi commencer, et surtout quel est le calendrier avec des dates clés au niveau de la mise en place de ce règlement IA Act au niveau des collectivités. Bien sûr, on terminera par des questions diverses si vous en avez. Donc dans un premier point, on va rappeler les principes des systèmes d'intelligence artificielle. Quand on parle d'un système d'intelligence artificielle, de quoi parle-t-on? Donc un système d'intelligence artificielle ramène à de l'informatique. C'est une branche de l'informatique. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on parle d'informatique. C'est quelque chose qui n'est pas récent. Ça date déjà des années 1950, les prémices de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et le but de ces systèmes, c'est de créer des systèmes qui vont être capables d'imiter le comportement humain et par la même occasion qui vont pouvoir s'améliorer d'eux-mêmes par l'apprentissage. Donc au tout début, c'est ce qu'on appelait le test de Turing, c'était une personne qui interagissait avec quelqu'un, il ne savait pas si c'était un humain ou un ordinateur, et le but du test, c'était que si la personne n'arrivait pas à distinguer si c'était une réponse apportée par un humain ou par une machine, le test était réussi. Donc c'était vraiment le tout début de l'intelligence artificielle, c'était ces tests-là, donc dans les années 1950. Donc le but de ces systèmes d'intelligence artificielle, c'est d'imiter le comportement humain, et également de pouvoir, par l'apprentissage, par une réaction en chaîne, de pouvoir augmenter leur capacité de fonctionnement au fur et à mesure qu'ils tournent. Donc ces programmes informatiques qui sont utilisés dans les systèmes d'intelligence artificielle, on appelle ça des algorithmes, et ils sont fondés sur de l'apprentissage, qu'il soit automatique ou de l'apprentissage machine. On ne va pas rentrer forcément dans les détails techniques de comment fonctionnent les systèmes d'intelligence artificielle, mais il faut avoir en tête que donc un système d'intelligence artificielle
va de lui-même s'améliorer. Au fur et à mesure qu'il va tourner, au fur et à mesure qu'il va voir passer de la donnée, au fur et à mesure qu'il va être confronté à des situations, mais le programme de lui-même va s'améliorer en permanence. Donc c'est vraiment le but de ces systèmes-là, c'est qu'en permanence, plus ils sont joués, plus ils s'améliorent au niveau des rendus possibles et des résultats. Donc si on prend une comparaison entre les systèmes informatiques dits classiques avec les systèmes d'intelligence artificielle. Dans un premier cas, vous allez avoir des informations en entrée, un programme qui va être avec une instruction prédéfinie, une action à réaliser prédéfinie, et vous allez donc avoir un résultat qui va être fixe. Donc c'est ce qu'on appelle donc l'informatique classique. Vous avez une information en entrée, vous lui demandez dans le programme de réaliser une action prédéfinie, et ensuite vous avez donc un résultat qui ne bouge pas, qui va être fixe. Donc c'est qu'une exécution stricte d'instruction, c'est ce qu'on avait dans l'informatique classique. Dans les systèmes d'intelligence artificielle, on va retrouver de nombreuses interactions entre les résultats et les instructions que vous avez en entrée. Donc vous allez au tout début avoir tout un tas de jeux de données qui vont être transmis dans ces programmes informatiques, dans ces algorithmes. Ceux-ci vont réaliser leur action et vont avoir en sortie une prise de décision, une génération de contenu ou quelque chose. Donc ça, c'est ce qu'on a au niveau des SIA avec cet effet d'adaptation, c'est-à-dire que les résultats que vous allez produire vont venir de nouveau en entrée pour pouvoir être rejoués au niveau des programmes. Et c'est ce système-là, en fait, qui va permettre au système de s'améliorer en permanence, puisque dès qu'il y aura une action qui va être réalisée, il va tenir compte de ce résultat pour venir en tenir compte comme donnée d'entrée. Et ainsi, les systèmes vont pouvoir modéliser et apprendre au fur et à mesure qu'ils jouent. Donc il y a une adaptation en permanence entre les données d'entrée et les résultats, et il tient compte des résultats pour modifier ces paramètres et que le programme puisse s'améliorer en permanence. Donc au niveau des systèmes d'intelligence artificielle, on va retrouver cette partie d'autonomie, d'analyse et de capacité d'apprentissage que l'on n'a pas dans de l'informatique classique. Donc au niveau des apprentissages, on va avoir plusieurs types d'apprentissage. Le premier, ça va être des apprentissages supervisés, c'est-à-dire qu'on va étiqueter les données. En entrée, on va lui dire par exemple, ceci est une image d'un chat, ceci est une image d'un chien, et donc il va avoir une étiquette en entrée, il va savoir à quoi s'attendre, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage qui est supervisé. Ensuite, vous avez un deuxième type d'apprentissage qui est l'apprentissage non supervisé. Dans ce cas-là, ça va être le programme en lui-même qui va découvrir et se structurer en fonction de ce qu'il voit passer. Donc c'est en fonction peut-être de la taille des oreilles, de la taille de l'animal qui va dire ça c'est plutôt un chat ou ça c'est plutôt un chien. Donc c'est ce qu'on appelle les apprentissages non supervisés, c'est la découverte autonome de la part du programme. Et ensuite, vous avez un troisième type d'apprentissage qui est celui par renforcement. C'est avec des essais et des erreurs qu'il va s'auto-alimenter, c'est-à-dire que si on lui dit c'est une erreur au niveau d'une image d'un chat ou d'un chien, il va tenir compte de ce qu'on lui a dit pour revenir en entrée en disant je me suis trompé, et il va se compenser par lui-même, il va rectifier un petit peu le tir au niveau du programme pour que le résultat soit plus cohérent avec ce qu'on lui dit. Donc voilà les trois types d'apprentissage qui existent au niveau des systèmes d'intelligence artificielle. Donc c'était pour faire ce focus, pour qu'on comprenne exactement de quoi on parle quand on parle d'un système d'intelligence artificielle. Mettre en place des systèmes d'intelligence artificielle dans une entité n'est pas sans conséquence sur les services qui peuvent être rendus, qui peuvent être fournis donc par cette entité, et sur la confiance que l'utilisateur et le bénéficiaire peuvent avoir sur ces systèmes-là. Donc, comme on peut le voir, la mise en place de systèmes d'intelligence artificielle dans une entité, dans une collectivité, va permettre de l'innovation. Le but étant d'utiliser les capacités de ces systèmes-là pour, pourquoi pas, moderniser le service public, encourager l'investissement technologique. Donc, par exemple, dans l'innovation, on peut avoir une optimisation des ressources. Par exemple, des collectivités qui vont utiliser des systèmes pour détecter plus finement des fuites d'eau, par exemple, sur des fluides. Ça peut être de l'efficacité administrative, dans de la recherche d'informations ou bien dans la relation aux administrés, aux usagers. Ou alors ça peut être la mise en place de systèmes sur ce qu'on appelle de la ville intelligente. Ça peut être d'essayer d'optimiser tout ce qui est gestion des transports, tout ce qui va être de l'éclairage public intelligent, qui va être de la collecte, une amélioration de la collecte et du tri des déchets par exemple. Donc c'est tout un tas de systèmes qui vont pouvoir être là au niveau de la collectivité pour
optimiser et innover. D'un autre côté, vous allez avoir une attention particulière au niveau de la protection. Donc la mise en place de ces systèmes d'intelligence artificielle et cette recherche, on va dire, de modernisation, d'innovation ne doit pas se faire au détriment de la protection. En effet, il doit y avoir une garantie de sécurité, notamment au niveau des données, qu'elles soient personnelles ou sensibles. Il faut que celles-ci soient bien encadrées au niveau de l'utilisation. Si elles viennent intégrer, elles sont utilisées dans des systèmes d'intelligence artificielle. Il y a ensuite une garantie à avoir au niveau de la confidentialité. Des entités, des collectivités qui vont utiliser des systèmes d'intelligence artificielle doivent s'assurer, on doit être sûr que ces systèmes-là respectent la confidentialité des données qui sont utilisées. Et enfin, ces systèmes d'intelligence artificielle doivent garantir les droits fondamentaux, ils ne doivent pas avoir de ce qu'on appelle des biais. Lorsqu'on parle de systèmes d'intelligence artificielle, on parle souvent donc de ces biais. Un biais, c'est une tendance systématique à favoriser ou bien à défavoriser, que ce soit une idée, un groupe, un résultat, et cela de manière soit inconsciente ou même involontaire. Donc vous avez plusieurs types de biais qui existent. Vous avez des biais culturels, si par exemple vous avez uniquement eu des données d'un modèle anglo-saxon qui a entraîné un système d'intelligence artificielle, vous pouvez avoir les résultats qui vont avoir une vision anglo-saxonne également au niveau des résultats. Vous pouvez avoir des biais démographiques si certaines catégories de personnes, certains groupes sont sous-représentés et n'ont pas été en majorité utilisés dans les données d'entraînement. Donc on peut retrouver également ce type de biais ou alors des biais toxiques sur des données qui étaient erronées, qui étaient, on va dire, en entrée, qui étaient polarisées et ainsi les résultats vont avoir la même coloration, on va dire, au niveau de la teneur de ces biais. Donc il est important donc justement de trouver un juste équilibre entre la mise en place de ces systèmes d'intelligence artificielle pour une meilleure innovation, tout en encadrant ces pratiques pour garantir les droits fondamentaux, la sécurité et l'éthique au niveau des données. Donc c'est important pour une collectivité que la mise en place de systèmes d'intelligence artificielle se fasse en conformité, se fasse dans un lien de confiance avec l'usager. Et c'est ce confiance à citoyen qui est important pour s'assurer que la mise en place de ces systèmes-là ne vienne pas au détriment de la protection. Donc c'est pour ça que le règlement justement sur les systèmes d'intelligence artificielle va voir le jour et va être là pour justement faire en sorte que l'innovation puisse se faire, mais tout en ayant la garantie que ça ne se fasse pas au détriment de la protection. Tout ça pour essayer d'avoir renforcé la confiance et la conformité de leur mise en place. Donc maintenant qu'on a vu ces principes-là, on va voir concrètement ce qu'il y a dans ce règlement européen de l'IA Act. Donc la plupart du temps, lorsqu'on parle d'IA Act, on voit cette pyramide apparaître, ce triangle, où on va définir l'IA Act à travers cette représentation sous la forme soit d'une pyramide, soit d'un triangle. Le règlement sur l'IA, donc l'IA Act, ne va pas lister les différents systèmes en fonction de leur thématique, en fonction de leur objectif, mais va faire une approche par risque. C'est-à-dire que le règlement va classer les différents systèmes d'intelligence artificielle par niveau de risque. On va en compter 4 et c'est en fonction du placement de ce système qui va être utilisé au niveau de ces risques-là que le système va être plus ou moins réglementé ou plus ou moins contraint à réaliser certaines actions de conformité. Donc, les systèmes d'intelligence artificielle vont être classés suivant ces 4 niveaux. Celui qui est tout à fait en haut, qui est en rouge, c'est ce qu'on appelle les risques inacceptables. Donc, un système d'intelligence artificielle pour lequel le risque est considéré comme inacceptable sera purement interdit. Donc, il sera interdit de mettre en place un système d'intelligence artificielle qui sera dans cette catégorie-là. On va juste après revenir avec des exemples concrets, mais sachez que vous avez des systèmes d'intelligence artificielle qui seront interdits sur le territoire européen puisqu'ils représentent un risque inacceptable. Juste en dessous, vous allez avoir des systèmes d'intelligence artificielle qui sont dits à haut risque. Dans ce cadre-là, ces systèmes-là vont être soumis à une conformité stricte et à une évaluation préalable. Donc on va le voir par la suite. Donc on pourra mettre en place des systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, mais ceux-ci doivent être encadrés
et doivent respecter une conformité. Juste en dessous, vous allez avoir des systèmes d'intelligence artificielle qui vont être risque limité. Donc dans ce cas-là, on demande uniquement une obligation de transparence, c'est-à-dire que toute personne doit connaître l'utilisation, doit savoir qu'il y a l'utilisation de ce système-là. Donc c'est ce qu'on appelle plutôt l'obligation de transparence. Et enfin, tous ceux qui sont avec des risques minimaux, dans ce cas-là, c'est un usage libre, avec juste, on va dire, un code de bonne conduite à respecter. Donc voilà en fait le principe de l'IA, c'est qu'on va classer les différents systèmes d'intelligence artificielle en fonction de leur risque, et chacun des systèmes va donc se retrouver placé sur l'une de ces 4 catégories. Donc maintenant on va rentrer un petit peu plus en détail, on va voir quels sont les types de systèmes d'intelligence artificielle qu'on va retrouver au niveau de ces 4 types de risques. Donc si on part du haut avec les risques inacceptables, on va retrouver des systèmes d'intelligence artificielle qui ne verront pas le jour, qui ne seront pas déployés sur le territoire européen. Donc c'est sur le territoire européen qu'ils sont interdits, mais l'IA Act ne s'applique qu'au niveau de l'Europe. Donc vous avez d'autres pays dans le monde qui, eux, vont utiliser, mettre en place ces systèmes d'intelligence artificielle parce qu'eux, ils n'ont pas cette pyramide de risque et vous allez, dans des pays, avoir ce type de système qui est mis en place, qui est utilisé au niveau du pays en lui-même, de l'État. Donc si on prend des exemples de contenus qui sont interdits, vous avez tout d'abord la notation sociale. Donc c'est l'évaluation ou la classification d'individus ou de groupes sur la base de soit leur comportement social, soit de leurs traits de personne, qui peut entraîner donc forcément un traitement préjudiciable ou défavorable pour ces personnes-là. Donc, ce qu'on appelle donc la notation sociale, ça c'est interdit au niveau du territoire européen. Un deuxième cas de système qui est interdit, c'est l'identification biométrique à distance, avec notamment la reconnaissance faciale. Donc ça, ce sont également des systèmes qui sont interdits. Donc, pour ces deux éléments, vous avez dans d'autres pays comme la Chine où ils sont en application, l'un corrélé à l'autre, c'est-à-dire que vous avez dans la rue des systèmes de détection de reconnaissance faciale, et si vous ne traversez pas sur les passages piétons ou si vous jetez des papiers, etc., ça peut se servir pour vous enlever des droits sociaux puisque vous n'avez pas respecté certains principes. Donc ça, c'est tout à fait possible dans d'autres pays, mais au niveau du territoire européen, donc ce sont des techniques interdites. Le troisième exemple, ça va être tout ce qui est des techniques subliminales de manipulation ou des techniques trompeuses. Donc ça soit à la fois soit pour fausser le comportement, soit pour entraver la prise de décision éclairée, tout ça pouvant porter des préjudices importants pour les personnes. Donc tout ce qui est technique de manipulation comportementale, ce sont des systèmes également interdits. Et le dernier, c'est l'évaluation du risque d'une personne pour commettre par exemple des infractions pénales, tout ce qui est basé sur le profilage et sur les traits de personnalité, ça aussi, ce sont des éléments interdits. Donc concrètement, ces systèmes-là, en fait, ne peuvent pas voir le jour sur le territoire européen. Donc concrètement, ça ne peut pas être lancé dans une collectivité, puisque ce sont des systèmes à risque inacceptable. Juste en dessous, vous allez avoir des systèmes dits à haut risque. Ces systèmes-là peuvent voir le jour, comme on l'a dit, on le verra par la suite, mais ils doivent être encadrés. À l'écran, vous avez un petit schéma qui reprend des exemples de systèmes à haut risque qui peuvent, pourquoi pas, être utilisés dans des types de collectivités d'administration. Donc, le premier, par exemple, sur l'éducation et la formation, la mise en place d'algorithmes pour affecter des élèves en fonction de leur situation géographique sur une carte scolaire ou d'orientation professionnelle, c'est des systèmes qui peuvent être mis en place. Des systèmes sur les ressources humaines, par exemple, le logiciel qui va trier, faire un premier tri au niveau des CV reçus pour réaliser un premier filtre et laisser bien sûr après la décision finale, le choix final, le tri supplémentaire ou dans un deuxième temps à un humain pour un recrutement. Donc, dans tous ces cas, mais on va le voir juste après, les systèmes d'intelligence artificielle ne doivent pas être des outils de décision. Ce sont des outils qui vont vous accompagner à réaliser un premier travail, un premier tri, une première régulation, mais dans aucun cas, les systèmes d'intelligence artificielle doivent prendre la décision à votre place, ne doivent valider à votre place. On le verra juste après, c'est très important de se dire que ce n'est qu'un outil
qui vient en amont d'accompagnement, un pré-travail, mais en aucun cas ne doit remplacer la validation que doit faire un humain. Donc pour terminer, après on enchaînera bien sûr avec cette idée-là, au niveau des services publics essentiels, ça peut être le fait de réguler, de déterminer l'éligibilité à des prestations, la régulation d'appels sur des postes de secours, ou au niveau des infrastructures des collectivités, améliorer, gérer la gestion du trafic routier, des flux, que ce soit d'énergie ou d'eau. Donc ce sont des systèmes qui peuvent être là pour accompagner et optimiser l'utilisation de ces systèmes-là. Un petit focus, l'analyse des émotions sur le lieu de travail, quelque chose qui est interdit. Donc ça rejoint les risques inacceptables, c'est un élément à mettre dans la case des risques inacceptables. Donc voilà quelques exemples qu'on peut retrouver dans des collectivités ou des services publics. Comme on l'a dit, ce sont des services à haut risque. Donc pour qu'ils puissent être mis en place, ces systèmes-là doivent être encadrés, doivent être vérifiés. La première, c'est que tous les fournisseurs de ces services-là vont être soumis à des exigences supplémentaires. La première, ça va être des analyses d'impact, c'est-à-dire de mettre en place un système de gestion des risques tout au long du cycle de vie du système d'intelligence artificielle. À tout moment, il doit y avoir une analyse au préalable qui a été réalisée pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque au déploiement. Il n'y ait pas de risque de biais, il n'y ait pas de risque de sécurité, etc. Donc il doit y avoir une analyse qui a été faite sur comment fonctionne le logiciel avant de le mettre en place. Ensuite, le deuxième, c'est sur la gouvernance des données. S'assurer que la gouvernance des données, que ce soit d'entraînement, mais également des données de validation, soit suffisamment représentative et n'ait pas d'erreur, n'ait pas de biais. Donc c'est s'assurer de la transparence que ce système qui est mis en place a été pré-entraîné avec des données fiables, sans erreur, diverses, et ne représentant pas de biais de discrimination possible. La troisième, c'est la traçabilité, s'assurer que de connaître, on va dire, toutes les différentes étapes qui ont été mises en place pour qu'à tout moment, lorsqu'on utilise un système d'intelligence artificielle, on puisse comprendre qu'est-ce qui a été réalisé, quelle action a suscité telle action, et de pouvoir, comme ça, hiérarchiser et remonter sur toutes les différentes étapes qui a pu être réalisées par le programme pour comprendre un petit peu les différentes actions. Donc cette histoire de traçabilité. Ensuite, il y a la transparence, c'est-à-dire que l'on ait une documentation technique pour démontrer justement la conformité et permettre l'évaluation de ce système-là. Donc le but, c'est que l'autorité puisse comprendre comment le système a fonctionné grâce à cette documentation technique et qu'il puisse évaluer l'utilisation de ces systèmes-là, donc que les autorités qui sont là pour contrôler ces systèmes-là puissent avoir toutes les cartes en main pour comprendre le fonctionnement de ce système-là et évaluer s'il est correct ou incorrect. Et enfin, ça va être de fournir des instructions d'utilisation à tous les utilisateurs pour que chaque utilisateur puisse approprier concrètement ces systèmes-là de façon facile. Et également, on pourrait rajouter garantir une certaine robustesse du système d'un point de vue cybersécurité. Donc, comme on l'a vu, pour garantir la sécurité, la confidentialité des données, s'assurer que le système qui est mis en place ne comporte pas de risque de faille d'un point de vue cybersécurité. Donc ça, ce sont les obligations qui doivent être mises en place avant la mise en place d'un système d'intelligence artificielle à haut risque. On doit s'assurer de tout ça avant que celui-ci puisse être déployé et utilisé. En parallèle de ça, et comme on l'a dit au préalable, dans tous les cas, ces systèmes-là, ce sont des outils pour aider. Ce ne sont pas des outils qui doivent faire à la place de l'humain. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours besoin d'avoir une supervision humaine pour s'assurer que l'outil réponde correctement à ce qui lui est demandé, mais ne fasse pas la validation, ne prenne pas la décision. C'est bien un humain qui va se servir de ces outils-là pour ensuite pouvoir réaliser le travail de décision, le travail de validation. Donc c'est ce qu'on appelle souvent l'humain dans la boucle, c'est d'avoir toujours le pouvoir de surveiller, valider, contrôler et même intervenir et arrêter si on constate que le système mis en place ne répond pas à ce qui est demandé ou ne réalise pas les actions
correctement prédéfinis. Donc c'est bien d'avoir toujours cette idée de on met en place un système avec des prérequis techniques de régulation, mais il y a toujours un humain qui va s'assurer de la faisabilité, de la validation de ces outils-là. Donc ça, c'était pour la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les risques limités. Donc dans ce cas-là, vous avez une obligation de transparence. Par exemple, si vous mettez en place un chatbot qui est là pour interagir avec les administrés, les usagers, pour répondre à d'éventuelles questions, il faut indiquer dans le chatbot à la personne qu'il est en train de converser avec un assistant virtuel à base d'IA. Donc souvent, c'est ce qui apparaît au tout début de la conversation. Vous êtes en train de communiquer avec un assistant. Ce n'est pas un humain qui est en train de parler. Donc cette obligation de transparence doit apparaître sur tous les systèmes qui sont à risque limité. Également, quand vous générez, vous créez du contenu à base d'intelligence artificielle, toujours prévenir la personne qui va être l'usager ou la personne qui va visualiser ces informations-là, soit au courant que ça a été généré par une IA générative, que ça a été généré par un système d'intelligence artificielle. Donc toujours informer, avoir ce besoin de transparence au niveau de ces risques limités et minimes. Et le dernier risque, c'est l'utilisation des fois d'outils que l'on a et que l'on ne fait même pas attention. Dans, par exemple, l'anti-spam que vous avez au niveau de l'analyse de vos mails, vous avez peut-être de l'intelligence artificielle qui va analyser vos mails reçus et les traiter plutôt en spam, plutôt en mail avec potentiellement un virus dedans. Donc c'est lui qui va réaliser cette action-là. Et donc ce sont l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle qui n'ont pas d'interaction directement avec des administrés. Mais dans tous les cas, il faut avoir un code de bonne conduite sur la mise en place de ces outils-là au niveau. Donc là, il y a des exemples, des filtres anti-spam, de l'IA sur des jeux vidéo, de l'optimisation logistique. Donc ce sont des systèmes d'intelligence artificielle dont le risque, on va dire, est minimal. Donc voilà un petit peu les 4 catégories que l'on retrouve au niveau du règlement européen, avec des cas d'usage et exactement qu'est-ce qu'on doit tenir, à quoi on doit faire attention lorsqu'on met en place ce type de système d'intelligence artificielle. Donc pour continuer, on va voir maintenant la partie gouvernance, c'est-à-dire qui c'est qui pilote tout ça. Donc quand on utilise un logiciel ou un système d'intelligence artificielle, on est soit utilisateur, donc dans ce cas-là, on va uniquement utiliser ce système d'intelligence artificielle, donc ça va être le cas par exemple d'une collectivité qui va utiliser, mais il faut avoir en conscience que ces systèmes d'intelligence artificielle ont été réalisés, ont été mis en place par ce qu'on appelle un fournisseur. Donc vous avez le fournisseur qui va développer et créer le système d'intelligence artificielle, et vous-même en tant qu'entité, en tant que collectivité, vous allez l'utiliser. Donc le règlement général, le règlement sur l'IA, donc l'IA Act, va demander aux fournisseurs de respecter tout ce qu'on a vu au niveau de la conformité. Donc c'est au fournisseur, celui qui va développer le système d'intelligence artificielle, qui doit être en conformité, qui doit s'assurer et doit réaliser toutes les actions qu'on a vues au préalable, c'est-à-dire avoir de la documentation technique, s'assurer que les données d'entraînement sont diversifiées, etc. Donc ça revient au fournisseur. Et vous, en tant qu'utilisateur, eh bien, vous allez uniquement utiliser ces systèmes-là. Donc concrètement, vous allez donc utiliser ces outils-là et le fournisseur est lui responsable, on va dire, de ce qu'il y a dans le système et si celui-ci fonctionne correctement. Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si vous utilisez correctement et pour la bonne raison, la bonne finalité, l'outil, ça sera toujours le fournisseur qui va être responsable des systèmes d'intelligence artificielle. Mais si vous changez la finalité, c'est-à-dire si vous détournez l'utilisation d'un système pour en faire un autre usage qui n'était pas prévu, dans ce cas-là, c'est vous qui devenez le responsable de la partie certification, responsabilité juridique. Donc ça, c'est à toujours avoir en tête, c'est-à-dire que vous devez utiliser un système pour la bonne finalité, pour ce à quoi il a été prévu et dans les bonnes conditions d'utilisation. Dans ce cas-là, c'est le fournisseur qui est responsable. Mais si vous détournez la finalité, vous ne l'utilisez pas pour la bonne raison ou pour ce qui était au départ prévu, et dans ce cas-là, eh bien, c'est vous qui devenez le responsable partie juridique. Donc c'est important à avoir. Si on modifie substantiellement un système, on hérite de toutes les obligations du fabricant. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Si on veut rester uniquement utilisateur, on ne détourne pas les finalités du système d'intelligence artificielle qu'on est en train d'utiliser.
Pour la partie gouvernance et sanctions, il faut savoir qu'au niveau européen, c'est un bureau de l'intelligence artificielle qui dépend de la Commission européenne qui va superviser justement les modèles à usage général d'un point de vue européen. Au niveau national, chaque État va désigner des autorités de surveillance. Donc il faut savoir que ça a été réalisé en août dernier. Et au niveau de la France, c'est à la fois l'ARCOM et la CNIL qui vont superviser et vérifier la mise en place de l'IA Act. Donc la CNIL va plus s'occuper de la partie données, notamment les données à caractère personnel, et l'ARCOM va être plutôt sur la partie hypertrucage, réalisation de vidéos 100% à base d'IA. Donc ils vont se répartir un petit peu pour grossir le trait, mais ils se répartissent un petit peu la vérification et la surveillance entre la partie CNIL et la partie ARCOM. D'un point de vue sanction, donc je vous ai mis à l'écran quelques chiffres. Il faut savoir que si vous mettez en place des pratiques interdites, vous avez un risque de niveau d'une sanction financière non négligeable. Si vous mettez en place un système d'intelligence artificielle qui n'est pas conforme à ce qui est demandé, vous avez également une sanction financière qui peut être réalisée, mise en place. Et même dans le cas d'un risque limité, si vous n'apportez pas les informations d'obligation de transparence qui est demandée, vous pouvez également être sanctionné. Donc il faut toujours savoir que la mise en place d'un système d'intelligence artificielle est soumise à de l'obligation de transparence ou à une certaine conformité, et si ce n'est pas appliqué, comme pour le règlement général sur la protection des données, vous pouvez avoir une sanction financière qui est appliquée si on constate un manquement au niveau de la mise en place de ces systèmes d'intelligence artificielle. Donc, pareil que pour le RGPD, il y a un droit de plainte auprès de l'autorité et ces autorités-là également sont toujours là pour accompagner les personnes qui veulent faire valoir leurs droits d'un point de vue exécution d'un système d'intelligence artificielle qui est en dehors de tout. Donc voilà un petit peu rapidement pour qui va surveiller tout ça et les risques un peu encourus si on ne respecte pas cet IA Act. Pour terminer, une feuille de route, c'est-à-dire concrètement les dates clés à retenir. Donc l'entrée en vigueur, c'était le 12 juillet 2024 que l'IA Act a vu le jour. Depuis le 2 février 2025, il y a eu la mise en place des interdictions concernant les IA à risque inacceptable. Donc c'est ce qui a été mis en place dès le 2 février 2025. Ensuite, comme on l'a dit, le 2 août dernier en 2025, il y a eu les autorités de surveillance qui ont été désignées par chaque État. Donc au niveau de la France, c'est l'ARCOM et la CNIL qui vont être là pour surveiller et encadrer et vérifier que l'IA Act se déploie correctement. Une date à retenir, c'est le 2 août 2026. Donc là, c'est à cette date-là que s'appliquera la mise en place des obligations autour des systèmes d'intelligence artificielle à haut risque. C'est-à-dire que les autorités seront là pour acter le fait que si on met en place un système d'intelligence artificielle à haut risque, on doit appliquer toutes les préconisations de mise en conformité qu'on a vues ensemble. Donc c'est à partir de 2 août 2026 que ça rentre en vigueur. Et la date du 2 août 2030, c'est que à la fois les fournisseurs et les déployeurs de systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, notamment destinés à une utilisation dans les autorités publiques, doivent être à jour de leur mise en conformité. Donc c'est-à-dire que vous avez un temps, vous voyez, il y a 4 ans, on va dire, de délai, mais il faut que le 2 août 2030, toute entité publique qui utilise un système d'intelligence artificielle à haut risque soit dans les clous. Parce qu'à partir de là, les contrôles pourront se faire et surtout les sanctions pourront s'appliquer. Donc il laisse un petit peu de temps entre la mise en place du 2 août 2026 et la mise en application de la vérification et du fait que ça doit être à jour, il y a 4 ans, pour justement faire en sorte que les entités puissent être en conformité et respecter, on va dire, les obligations au niveau du règlement. Dernière chose, si une collectivité, une entité veut mettre en place un système d'intelligence artificielle, 4 petites étapes qui sont importantes. La première, c'est déjà de connaître dans votre collectivité tous les systèmes que vous pouvez déjà utiliser ou que vous souhaitez mettre en place. Donc c'est de cartographier, on va dire un petit peu, comme c'est pour le RGPD, c'est un petit peu la même chose, mais côté intelligence artificielle, est-ce que j'en utilise déjà et qu'est-ce que j'aimerais utiliser? Ensuite, les classer, c'est-à-dire
les systèmes que j'utilise ou que je vais mettre en place, dans quelle catégorie ils vont se situer pour savoir à quoi je suis soumis. Est-ce que ça va être de la régulation ou juste de l'obligation de transparence? Ensuite, un élément très important, c'est former les utilisateurs au niveau des systèmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que si c'est dans des logiciels métiers, les agents doivent être formés. Le règlement impose à ce que chaque personne soit formée un système s'il est mis en place. Donc, on doit être formé à l'intelligence artificielle si on utilise l'intelligence artificielle dans la collectivité. Donc ça, c'est une obligation. Ça permet de connaître un petit peu comment fonctionne un outil, mais également ce à quoi je dois faire attention quand j'utilise de l'intelligence artificielle. Et ensuite, ça doit être acté lorsque vous passez des marchés avec des prestataires. Tout ça doit être, on va dire, à jour dans les clauses juridiques que vous allez demander parce qu'il faut s'assurer que le fournisseur du système d'intelligence artificielle nous propose et nous garantit tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions utiliser un système qui est dans les clous, qui est conforme au règlement justement de l'IA Act. Donc cet IA Act, c'est donc un cadre nécessaire pour permettre une modernisation du service public, comme on l'a vu tout à l'heure, permettre de l'innovation, mais tout en ayant cette partie encadrement, protection, pour que cela se fasse dans les meilleures conditions. Voilà pour ma part, j'en ai terminé pour la présentation. Donc je ne Merci sais pas Guillaume. si vous avez des questions. Alors, il y a actuellement deux questions dans le chat, mais alors, je pense que la mairie est partie qui les a posées, mais dont une que tu as répondu, je pense, juste après qu'elle ait posé la question. Alors, la première déjà, qu'est-ce qu'une collectivité doit faire en priorité pour être en règle? Alors, pour être en règle, c'est ce qu'on a vu au niveau de la feuille de route. Déjà, c'est de savoir si la collectivité utilise des systèmes d'intelligence artificielle. Ensuite, en fonction des systèmes qu'elles utilisent, dans quelle catégorie se trouvent, et en fonction de ça, de voir à quoi elle est soumise. Comme je l'ai dit, c'est le prestataire qui va vous fournir ces services-là qui doit se mettre en conformité, c'est-à-dire qu'il doit vous proposer un outil qui respecte l'IA Act, donc qui est conforme à ce qui est préconisé pour l'utilisation de ces systèmes-là. Donc vous, en tant qu'utilisateur, vous devez utiliser dans les conditions qui sont prédéfinies ces systèmes-là, vous ne devez pas détourner de la finalité, mais sinon, c'est bien aux fournisseurs de faire en sorte d'avoir les documentations techniques, d'avoir des données d'entraînement qui sont conformes à ce qu'elles devraient être, etc. Donc ça, pour l'instant, c'est aux fabricants, à ceux qui vont déployer ces outils-là, de réaliser toutes ces mises en conformité, on va dire. Deuxième question, devons-nous auditer les outils d'IA que nous utilisons déjà? Alors, j'ai vu que tu avais répondu du coup juste après sur la feuille de route, mais comment savoir à quel niveau en fait ils sont? À quel niveau de danger ils sont, quoi? Comment on le sait? Eh bien, tout dépend en fait la finalité, si en fait le système peut avoir des conséquences au niveau d'une action, d'une décision. Donc ça va être une analyse vraiment au cas par cas de l'utilisation de ces systèmes-là pour savoir s'ils sont plutôt à haut risque ou s'ils sont à risque limité. Donc dans l'un, il y aura juste de la transparence en disant voilà, on utilise tel type d'outil. Comme je l'ai dit, vous mettez en place un système qui permet de trier vos CV. Forcément, il y a une conséquence pour des personnes qui ne vont pas être sélectionnées. Donc ça, forcément, c'est à haut risque. Vous mettez en place, vous générez un courrier type de réponse et vous utilisez de l'IA générative pour réaliser une réponse à un courrier d'un administré. Là, c'est juste à la limite une obligation de transparence. Il y a eu l'utilisation d'un système d'intelligence artificielle pour élaborer la réponse, mais ça n'a pas de conséquences sur une sélection, par exemple, de personnes. Donc, c'est en fonction de ce que permet le système d'intelligence artificielle qui va faire qu'il va être considéré à haut risque ou il va être considéré à risque limité. C'est de l'analyse au cas par cas, en fait. Excusez-nous, on a un petit bruit, on a un léger bruit dans le bureau, du coup, je ne sais pas si vous l'entendez. C'est très Ouais, désagréable. c'est les voisins qui percent le mur. Du coup, nous avons la mairie d'Ast qui nous dit, est-ce que ce n'est pas une nouvelle porte d'entrée pour les piratages informatiques? Alors quoi, dans l'intelligence artificielle ou l'IA Act? Alors, l'intelligence Je artificielle, bien pense sûr. l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, c'est comme tout, hein. C'est un outil, c'est un marteau. Soit vous l'utilisez pour planter un clou et ça va être très utile, soit vous en servez pour frapper le voisin et dans ce cas-là, ça sera, voilà, ça sera pas adapté. Donc c'est pareil, l'intelligence artificielle, soit vous pouvez vous en servir
pour réaliser des actions qui peuvent être intéressantes, soit vous pouvez vous en servir pour essayer de réaliser des cyberattaques ou d'essayer de faire des courriers de phishing qui sont encore plus réalistes que ce qui pouvait l'être sans. Donc là aussi, oui, forcément, il y en a qui vont s'en servir à mauvais escient. Donc oui, ça peut être une porte ouverte pour de la cyberattaque un peu plus développée. Merci Guillaume. Désolée, c'est très agréable. J'espère que vous ne l'entendez pas. Ben, écoute, on a en attendant l'ordinateur quantique. Oui, voilà, ça c'est un autre sujet. Une fois qu'il y aura et l'ordinateur quantique, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un super ordinateur si vous voulez. Et s'il y a ce super ordinateur qui existe, plus de l'intelligence artificielle, oui, il y aura de grosses choses qui pourront être faites. Je vois que la Mérida, c'était très au fait de l'actualité sur l'IA. Bravo. Ben, écoute, on n'a plus de questions pour le moment, donc je pense qu'il y en aura peut-être plus. Je pense que tu as été... de toute façon, tu as bien vu que les questions qui avaient été posées, tu avais déjà répondu quasiment dans le webinaire, donc c'est qu'il était très complet. Donc je te remercie, Guillaume. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient également présents pour l'écouter. Dans 15 jours, il y aura un nouveau webinaire qui sera toujours consacré à l'IA. Cette fois-ci, ça sera à la charte IA. Donc Guillaume reviendra nous présenter cette fois-ci la charte IA. Donc, Voilà. merci beaucoup à tout le monde. Vous pourrez retrouver la rediffusion de ce webinaire, je pense, dès demain sur le site des webinaires. Donc, n'hésitez pas surtout à soit à le re-regarder, soit à l'envoyer à des personnes que ça pourrait intéresser. Et je vous dis donc dans 15 jours pour le nouveau webinaire sur la charte IA. Merci beaucoup et merci Guillaume. Merci à vous, à dans 15 jours et bonne Merci journée. beaucoup, au revoir. Au revoir.